Aujourd'hui, je vais vous partager 3 principes de design émotionnel. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de faire de meilleurs designs, mais aussi de mieux vous connaître en tant qu'être humain. J'ai sélectionné 3 principes dans le livre de Suzanne Wenchek qui s'appelle 100 choses à savoir en tant que designer, et je les ai sélectionnés parce que je les trouve particulièrement intéressants. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Le premier principe, c'est que si les gens ne peuvent pas ressentir, ils ne peuvent pas prendre de décision. Est-ce que vous connaissez les effets secondaires du Botox? Une des choses qu'on a probablement tous remarqué avec le Botox, c'est qu'on a du mal à comprendre les émotions des personnes qui en ont fait. Des nouvelles recherches montrent qu'un autre effet secondaire du Botox serait que les personnes ne pourraient pas réellement ressentir d'émotions, ou du moins pas au même niveau qu'avant les injections. Si vous ne pouvez pas bouger vos muscles pour faire une expression faciale, vous ne pouvez pas ressentir l'émotion qui correspond à cette expression. Ça, c'est une étude qui a été faite par Joshua Davis et son équipe en 2010. Ils ont injecté des personnes soit avec du Botox, soit avec du Restylane. Le Restylane, c'est une substance qui va combler la peau, mais qui ne va pas limiter le mouvement musculaire comme peut le faire le Botox. Avant et après les injections, ils ont montré aux participants des vidéos chargées émotionnellement, et le groupe ayant reçu du Botox avait beaucoup moins de réactions émotionnelles que l'autre groupe. Et ensuite, c'est Antoine Beccara qui en 1999 a étudié la relation entre les émotions et les décisions. Dans ses recherches, il a découvert que les personnes qui avaient des lésions dans le cerveau, dans la région des émotions, ils n'étaient pas capables de prendre des décisions. En tant que designer, comment est-ce qu'on peut se servir de ces informations? Vous devez prendre en compte les émotions que vous générez lorsque les gens interagissent avec votre produit. Par exemple, si vous racontez une histoire émouvante, que la personne commence à froncer les sourcils et à se mettre dans une humeur triste, ça pourrait influencer sa prochaine action. Et ça peut être une bonne chose entre guillemets si vous l'utilisez dans des sites type Patagonia, parce que vous souhaitez que quelqu'un achète l'un de vos produits en sachant qu'il est en train de soutenir une bonne cause. En revanche, il faut faire aussi attention aux expressions faciales involontaires que peuvent produire votre interface. Par exemple, si on prend ce site du Bon Coin et si on voit que à certains endroits la police de caractère est très petite, les gens vont devoir plisser les yeux, froncer les sourcils pour lire, et en fait le fait de froncer les sourcils, ça pourrait les empêcher de se sentir amicaux, et ça pourrait affecter en fait une action que vous voulez qu'ils prennent. Si vous voulez que les gens prennent une décision et agissent, exemple si vous voulez qu'ils réservent un voyage, vous devez leur montrer des informations, des images, des vidéos pour qu'ils ressentent une émotion. Exemple sur le site d'Airbnb, on voit que les photos elles sont prises, souvent c'est des professionnels d'Airbnb qui viennent prendre les photos. Pourquoi? Pour faire les plus belles photos possibles, pour créer une émotion, là on se dit on a envie d'y aller. Pourquoi est-ce que Airbnb met ces images-là? Ils savent que ça va déclencher chez vous une émotion et que si vous vivez une expérience émotionnelle, vous serez plus susceptible de décider de réserver le voyage. Le second principe, c'est que plus il est difficile d'atteindre quelque chose, plus on l'apprécie. On a tous entendu parler de fraternité, de sororité aux États-Unis et à quel point ça peut être compliqué d'y accéder. L'idée est que si l'accès à une organisation est ardu, les membres l'apprécient encore plus que si l'entrée n'était pas compliquée. En 1959, Elliot Aronson de l'université de Stanford a fait des études sur ce sujet. Il a mis en place 3 scénarios d'initiation. Une difficile, une moyenne et une facile. Ce qu'il a découvert, c'était que plus l'initiation était difficile, plus les personnes aimaient le groupe. Et ça c'est expliqué grâce à Léon Festinger et son principe de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quoi? Lorsqu'un individu agit en contradiction avec ses cognitions, il se retrouve dans un état psychologique faible, voire douloureux. C'est ça la dissonance cognitive. On va donc, lorsqu'on se retrouve dans ces moments-là, on va donc essayer de trouver des justifications pour apaiser cette douleur. Aronson, il va nous expliquer grâce à cette théorie pourquoi est-ce que les gens, ils aiment les groupes pour lesquels ils ont dû faire face à des épreuves difficiles pour les rejoindre. Parce qu'en fait, ça va créer un conflit dans leur processus de pensée. Si c'est ennuyeux, si c'est nul, pourquoi est-ce que j'ai accepté de subir cette douleur et ces difficultés? Pour réduire cette dissonance, on va décider, ce groupe il en vaut la peine, c'est normal que j'ai dû passer par toutes ces épreuves-là, c'est parce que ce groupe est génial. Et en plus de la théorie de la dissonance cognitive, il y a un autre aspect, c'est potentiellement l'aspect de rareté. Si rejoindre le groupe est difficile, donc peu de gens arrivent à rejoindre le groupe. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce principe en design? Suzanne Wenchek, elle vous conseille pas de faire des designs douloureux, difficiles pour que les gens aient l'impression que ça vaut la peine, mais cela dit, il y a des moments où on peut les utiliser, c'est par exemple si vous avez une communauté. Par exemple, si je prends The Design Crew, donc c'est... Donc là il dit devient membre de la plus grande communauté tech en France et il y a écrit que c'est sélectif à l'entrée. Ça, quand on arrive sur le site, on se dit ok c'est sélectif, c'est gratuit, ça veut dire vraiment que ça va être compliqué de rentrer si c'est sélectif et gratuit. Et en fait souvent c'est pas vraiment sélectif, c'est juste le fait de le dire, ça crée quelque chose chez les gens. Et quand ils rentrent, ils ont l'impression d'être rentrés dans quelque chose d'hyper sélectif,
Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais ça fait plaisir à tout le monde quelque part. Et la deuxième chose, vous vous souvenez de Clubhouse? Clubhouse, à ses débuts en 2020, c'était extrêmement sélectif parce que l'application, elle fonctionnait uniquement sur invitation. Donc, cette exclusivité, elle a contribué à générer beaucoup de curiosité et d'intérêt, surtout parce qu'on était dans un contexte où le monde entier était encore en pleine pandémie et cherchait de nouvelles manières de se connecter socialement. Donc ils ont vraiment joué là-dessus. Le troisième principe, c'est que les gens se sentent plus positifs avant et après que pendant un événement. Essayez de repenser à vos derniers voyages, des voyages que vous avez beaucoup planifiés. Est-ce que des fois vous dites pas que le moment où on planifie, il est pas un peu mieux que le voyage lui-même? Et en fait ça a été étudié par Terence Mitchell en 1997. Lui et son équipe, ils ont mené une recherche sur ce type de situation. Et en fait ce qu'ils ont remarqué, c'est que avant l'événement, les gens attendaient le voyage avec des émotions positives, mais pendant le voyage, leurs émotions, elles étaient pas si positives que ça. En fait, les petites déceptions qui sont inévitables lors d'un voyage, elles avaient altéré leur humeur à tel point qu'ils se sentaient moins positifs à propos du voyage en général. Après, plusieurs jours après le voyage, les souvenirs redevenaient positifs. Donc déjà, pour tout le monde, des petits tips pour passer de meilleures vacances. Plusieurs petites vacances valent mieux que de longues vacances. On se souvient mieux de ce qui se passe à la fin des vacances plutôt que ce qui se passe au début ou au milieu. Avoir une expérience intense pendant ces vacances rend plus probable le fait de se souvenir positivement des vacances, même si c'est pas une expérience positive. Donc, en tant que designer, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous êtes en train de concevoir ou si vous avez conçu des interfaces où les gens planifient un événement futur, exemple partir en vacances, ils auront des sentiments plus positifs si vous prolongez la phase de planification. Exemple, si on prend Airbnb, maintenant ils ont ouvert à Airbnb Experience pour que vous puissiez aussi réserver des activités pour votre voyage. Aussi, si vous avez envie de mesurer la satisfaction de vos clients, sachez que vous allez obtenir des évaluations plus positives si vous attendez quelques jours après l'interaction par rapport au fait de les interroger pendant. Et bah écoutez, merci beaucoup. C'est tout pour ces 3 principes. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres principes de design émotionnel que vous connaissez et que vous trouvez ultra intéressants. Sachez qu'en ce moment je fais une série donc sur ce bouquin. Donc il y aura plusieurs vidéos de ce type-là sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à laisser des commentaires et à liker. À toutes! Sorry, Jack Skellington. You're out.